Effectivement, le RFI Afrique présente donc Mohamed Ben Nayel comme un ancien proche de Kadhafi, c'est effectif, mais prétend aussi qu'aujourd'hui il serait un fidèle du général Haftar, ce qui est faux. Comment un homme qui a passé plusieurs années de détention pour avoir défendu son pays en 2011 puisse se rapprocher du général Haftar qui a trahi à 2 reprises son pays, dans les années 80 avec la guerre du Tchad et en 2011 lorsqu'il est venu participer à la chute de la Jamaïque arabe libyenne. Ouais. Voilà, il faut l'expliquer ça. Ouais. Mais donc on voit bien qu'on est encore une fois plus dans de l'enfumage, hein, parce qu'il y a toujours cette rétention d'informations sur l'importance et l'influence et le retour des partisans, des fidèles et de la population fidèle à Muammar Kadhafi. On ne veut pas en parler. Donc on est toujours dans cette désinformation. Alors, ce qui est inquiétant au travers de cela, c'est que Sarraj a donc fait cette déclaration le 14 mai dernier où il demande une intervention occidentale pour, sous couvert de problèmes, puisque, comme je l'ai dit, c'est un point stratégique, puisqu'il y a du gaz dans le sud. Ouais. Donc, les milices de Misrata sont en collaboration très étroite avec le gouvernement italien, puisqu'il bénéficie de formation, de matériel, oui, c'est clair. d'armes. Donc, aujourd'hui, on craint que le gouvernement de Sarraj demande de nouveau une intervention de l'OTAN sous prétexte de lutter contre l'État islamique dans le sud. Or, l'État islamique n'est pas dans le sud. Il est dans les zones que j'ai précédemment définies, en vue d'empêcher le retour de la Jamaïque arabe libyenne dans le sud libyen, qui aura, comme j'ai pu expliquer, un effet boule de neige et qui ensuite libérera l'ensemble du pays. D'où l'importance de faire ces sites web pour nous, pour pouvoir éclairer et dire la vérité. Parce qu'on a vraiment une information aujourd'hui qui est complètement mensongère. Ah bah là, on le voit très bien. Manipulée. Hein. Oui, on le voit très bien. Je veux dire, là, y a 2 articles qui viennent de France. Ces 2-là sont à mettre à la poubelle. Hein. Sur le plan journalistique, c'est une imposture. Hein. On est toujours dans ce mensonge, toujours constamment, et ce depuis 2011. Alors, 4e point, tu voulais parler de ce qui se passe en Tunisie, un Tataouine en particulier, avec un individu, un islamiste, qui participe à des sittings pour, soi-disant, uniquement, hein, c'est-à-dire uniquement pour la nationalisation complète d'un puits de pétrole, d'un gisement de pétrole. Tout à fait. Et apparemment, apparemment, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ce serait un pion à ce chef de milice terroriste de Tripoli qui voudrait déstabiliser la Tunisie et par la suite l'Algérie. Voilà. Donc, voilà. Alors là, il y a un événement qui est très important, qui est en train de se passer au moment où on parle. Je n'ai eu de cesse dans les différentes vidéos que j'ai pu faire de mettre en garde le danger du développement et du déploiement de membres de Daesh sur la Tunisie et sur l'Algérie. Et là, on est dans les prémices. D'accord. Il y a eu il y a quelques jours des habitants de la ville de Tataouine qui spontanément, alors au départ c'était 5-6 ouvriers qui ont bloqué la zone pétrolière qui se trouve dans le sud tunisien. Oui. Et là on a vu des habitants de Tataouine arriver en autocar, planter des tentes. Il y a même un hôpital, comment on appelle ça, de campagne. De campagne,
avec des médecins qui sont là. Alors la question est de savoir qui paye tout ça, parce que les syndicats ne sont pas au courant, l'État tunisien de fait n'est pas au courant, donc il y a beaucoup de questions qui se tournent autour des moyens financiers, parce qu'il faut nourrir aussi, puisque là il y a quand même plusieurs milliers de Tunisiens de Tataouine, une région très pauvre, au demeurant. Il faut savoir que cette zone de Tataouine avait aussi permis beaucoup en 2011, c'est une base de repli des ministres de Bellach, qui ont permis, notamment pendant les événements en 2011, les ministres de Bellach, les frères musulmans libyens se réfugiaient à Tataouine. C'était un peu une zone tampon. Donc il y a déjà des affinités, parce que déjà à l'époque, vu que c'est une ville pauvre, les frères musulmans payaient les habitants pour pouvoir permettre que ce soit une base arrière. D'accord. Alors là, ce qui est bien inquiétant, c'est que sous prétexte de nationalisation, on voit qu'il y a une manœuvre et on a des informations au sein des comités révolutionnaires internationaux que Abdelhakim Bellach serait à la manœuvre. Alors, il y a deux possibilités. La première est de mettre en pression l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, mais surtout l'Algérie et la Tunisie. Je tiens à rappeler qu'actuellement l'Algérie négocie grandement pour trouver un consensus politique entre Hafter et le GNA, qui au demeurant aura voué à l'échec, mais il y a quand même... oui, il y a une tentative quand même. Des tentatives qui excluent de fait les frères musulmans de Tripoli. Ah oui, forcément, oui. Donc ça peut être un avertissement, mais comme ça peut être aussi un commencement de quelque chose qui risquerait d'être beaucoup plus grave pour la Tunisie. Ouais. Ça peut être une zone tampon qui permettrait le déploiement de membres de Daesh. Alors je tiens quand même alors les estimations du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur tunisien du nombre de Daeshistes tunisiens actuellement présents en Libye serait évalué entre 8 à 10 000. Ouh, ça fait beaucoup ça, oui. Alors, entre 8 à 10 000 en Libye. Au sein des CRE, on estime entre 10 et 15 000. D'accord. On pense que les chiffres ont été réduits de manière à calmer un peu les populations tunisiennes, mais le chiffre est beaucoup plus important. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ce qui se passe actuellement à Tataouine, parce qu'on peut être malheureusement au début d'une déstabilisation dans le sud, qui aura pour effet un déploiement certain de milices daéchistes sur le sol tunisien, et une zone tampon pour permettre, à moyen terme, l'infiltration de membres de Daesh en Algérie. D'accord. Bien que l'Algérie est très vigilante et a déployé plusieurs milliers d'hommes à sa frontière entre la Libye et la Tunisie pour empêcher, ils font un travail remarquable. Il y a tous les jours des arrestations, très vigilant, mais là il faut être très attentif, parce que là ça peut être le déclenchement de ce que l'on prédit malheureusement depuis 2 ans maintenant, à savoir l'expansion de Daesh sur la Tunisie et l'Algérie. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons une manœuvre derrière des frères musulmans, puisque la personne qui était présente fait partie d'un mouvement tunisien qui est interdit, qui est islamiste, un parti islamiste tunisien qui est interdit, et qui est affilié aux frères musulmans, donc au Qatar. Donc derrière cette manœuvre, il y a bien évidemment le Qatar derrière, à la manœuvre. Alors, ça c'est le pire des scénarios. Après, il peut s'agir d'une manœuvre de Abdelhakim Bellach pour balancer son influence certaine dans les négociations qui ont lieu actuellement au sein entre l'Algérie, la communauté européenne, dans la constitution d'un gouvernement. Voilà. Mais il faut être très vigilant sur ce qui se passe actuellement à Tataouine. D'accord.
Alors, on a eu aussi des dépêches qui nous indiquaient que, soi-disant, la Russie aurait entamé un rapprochement avec le général Haftar, alors qu'a été, soi-disant, concrétisé par l'invitation du général Haftar sur le Kuznetsov, pardon, qui est donc le porte-avions, le navire amiral de la marine russe, quand il est passé de retour, quand il est passé au large des côtes libyennes, de retour de son intervention en Syrie. Et donc ma question est, quelle est la position réelle des Russes vis-à-vis de la Libye, justement? Aujourd'hui, la Russie essaie de comprendre ce qu'il se passe actuellement en Libye. La Russie est en consultation. Je tiens à préciser qu'il y a 5 jours de cela, une délégation de notables de Misrata, de membres de milices, était présente à Moscou. Ils ont rencontré des diplomates russes. Alors, il faut aussi arrêter de voir qu'à chaque fois que la Russie convie des représentants d'autorités en Libye, politiques ou militaires, qu'il faille voir derrière cela une aide de la Russie. La Russie aujourd'hui a décidé de rentrer dans le jeu politique libyen. Et pour ce faire, la Russie aujourd'hui consulte toutes les représentations reconnues par l'ONU. J'ai toujours dit que la Russie était légaliste. Oui, absolument. Aujourd'hui, la Russie rencontre tous les partenaires, entend chaque personne qui dispose d'une légitimité au sein de l'ONU, mais ça s'arrête là. Il a été rapporté que les forces spéciales russes étaient présentes en Libye. Tout cela s'inscrit en faux. Il a été dit que les Russes aidaient militairement Haftar. C'est faux. D'ailleurs, le général Haftar s'était rendu à Moscou pour demander la livraison à hauteur, je crois qu'il y avait un contrat de 2 ou 3 milliards de dollars qui avait été signé par la Jamahiriya en 2011 avant sa chute. Et Haftar s'était rendu pour demander à ce qu'il puisse bénéficier de ce contrat. Les Russes ont bien évidemment refusé. Donc aujourd'hui, la diplomatie russe fait son travail de diplomatie. Donc écoute, entend, mais n'a pris à ce jour aucune décision, de quelque manière que ce soit, concernant une aide militaire à quelque entité que ce soit. Et ça s'inscrit dans les faits, puisque aujourd'hui le général Haftar a toujours le soutien des Émirats arabes unis, donc des Américains, de l'Égypte pour les raisons que j'avais évoquées lors de mes dernières vidéos, mais certainement pas de la Russie. Alors je sais que la Russie permet aux membres de l'armée des soldats de Haftar qui ont été blessés d'être soignés en Russie. Je crois qu'il y a eu 400 ou 500 militaires, enfin soldats de l'armée de Haftar qui ont bénéficié de ces soins, mais ça s'arrête là. On n'est pas dans une aide, on est dans une aide humanitaire, mais pas dans une aide militaire. D'accord. Donc aujourd'hui, la Russie observe, essaie de comprendre ce qui se passe en Libye, puisque comme j'ai pu le dire, la situation est assez complexe. Mais la Russie ayant reçu Haftar, ils étaient dans l'obligation de recevoir Misrata, puisque Misrata a une place prédominante au sein du GNA, du gouvernement de l'Union nationale venu par l'ONU. D'accord. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Oui. Ça permet de comprendre que certaines dépêches étaient, encore une fois, de l'enfumage et
une très mauvaise interprétation des faits, sinon même un mensonge complet. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu plus en profondeur, qui peut croire comment la Russie pourrait aider Hafter, alors qu'Hafter dispose de la nationalité américaine et libyenne, que Hafter aujourd'hui aide et l'homme des Américains, hein, on l'avait dit, et qu'aujourd'hui l'essentiel du pétrole du pétrole qui est sous contrôle de Hafter partent en direction de multinationales américaines. Ouais. Donc, j'ose présager que les Russes sont bien évidemment au courant de cela. Oui. Et personnellement, je vois difficilement les Russes aider Hafter, qui ira de toutes les façons contre les intérêts du peuple libyen, puisqu'il va contre l'intérêt du peuple libyen depuis 2011. Et ira, d'ailleurs, aujourd'hui, la position de Hafter est de renforcer l'hégémonie américaine en Libye. Les Russes ont connaissance de ça. Mais les Russes essaient de comprendre ce qui se passe. Et c'est intéressant de voir les Russes revenir sur le dossier libyen, d'ailleurs, puisqu'ils ont été, malheureusement, s'étaient écartés. Ouais. Et Poutine avait quand même dit qu'il y avait eu cette erreur sur le veto. Sur le veto, puisqu'il n'y a pas eu de veto, il y avait une abstention. C'est ça. Donc, il y avait un regret, bien évidemment. Donc, puis c'est aussi stratégique. D'ailleurs, c'est important aussi pour la Russie de comprendre ce qui se passe en Libye, puisqu'aujourd'hui, la plupart des bases de repli des membres de Daesh qui opèrent sur le terrain libyen, syrien, pardon, vont en Libye pour se faire soigner, pour se reconstituer, et pour ensuite être de nouveau redéployés en Syrie, en passant par la Turquie. Les Russes, les services de FSB étaient au courant de ça. Ouais. Voilà. Alors maintenant, ils auraient peut-être plutôt une préférence, on va dire, au sein de Hafter, parce que Hafter a quand même vraiment montré la légitimité d'Hafter au sein des tribus de l'Est, c'est de se battre contre le développement qui était islamique. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne vois pas les Russes aider, ça n'irait pas dans l'intérêt des Russes. Ouais. D'accord. Alors on arrive à la fin de ce site-rep, et nécessairement arrive la question de l'actualité des CRI, des comités révolutionnaires internationaux, dont tu es le porte-parole, le coordinateur général. Principal. Moi, je suis coordinateur général Europe. Voilà. Il y a Taher Daesh, qui est coordinateur général. Oui. Je viens rappeler que le camarade Taher Daesh a été détenu en 2011 et a été torturé par les milices de Zenten et les milices de Belach pendant 40 jours. Ah oui. Taher Daesh a 65 ans. Nous avons des coordinateurs, nous venons de nommer un coordinateur au Tchad, oui. Un coordinateur à Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, ok. Un coordinateur en Afrique du Sud. Oui. Nous sommes en train de voir pour nommer un coordinateur en Serbie. Oui. Et puis prochainement, on est en train de voir pour nommer aussi un coordinateur au Sénégal. D'ailleurs, est prévu très prochainement, parce qu'il y a eu déjà eu deux refus, un rassemblement à Dakar pro-Kadhafi, oui. Pro-Saif al-Islam. Alors le problème, c'est que ces rassemblements aurait dû avoir lieu il y a 15 jours, ça a été refusé par les autorités sénégalaises. Ouais. Néanmoins, on a bon espoir que cette organisation soit acceptée dans les jours qui suivent. Donc il y aura un rassemblement qui sera prévu, puisque l'image de Muammar Kadhafi est très forte en Afrique, et ça sera une manière de montrer à nos camarades libyens le soutien de
la jeunesse sénégalaise à la direction du peuple libyen qui est en lutte pour sa libération. D'autre part, il y aura des conférences débats qui sont prévues à Congo-Kinshasa par notre coordinateur pour permettre de mettre en lumière auprès de la société civile congolaise, mais aussi d'acteurs politiques et différents diplomates, la situation réelle en Libye, puisque le peuple libyen est victime de rétention d'informations par l'ensemble des médias, ce qui fait qu'aujourd'hui les pays africains n'ont pas la visibilité réelle de ce qui se passe en Libye. Donc l'objectif du comité révolutionnaire international, en nommant des coordinateurs dans l'essentiel des pays africains, est de pouvoir exposer et de mettre en lumière ce qui se passe réellement en Libye, qu'il y a un peuple qui est actuellement en lutte, qu'il se bat pour sa libération. Donc ça nous paraît important sur ce volet-là. Nous avons prévu d'organiser d'autres conférences parce que nous avons organisé le 21 mars dernier à Sousse une rencontre présent un élu de l'Assemblée de Corse, deux représentants du mouvement Aléa National et des indépendantistes corse, un représentant de la LNR, de la République de Logance, et le secrétaire général du Conseil suprême des tribus libyennes qui est venu de Libye à cette occasion, de manière à pouvoir exposer la situation actuelle en Libye, la lutte du peuple libyen pour sa libération. Donc c'est une conférence qui est importante pour nous, puisque c'est la première fois que le Haut Conseil des tribus libyennes acceptait de rencontrer des représentants de pays étrangers. La Corse, bien évidemment, puisque Muammar Kadhafi a fortement aidé les nationalistes corses dans leur lutte pendant beaucoup d'années, et il y a un parallèle que l'on peut faire entre le Lugansk, Donetsk et le peuple libyen, qui sont victimes de cette oligarchie financière mondiale au travers de leur bras armé, l'OTAN. Donc il est bien évident que cette rencontre avait pour objectif de mettre en parallèle nos difficultés, de voir comment nous pouvions travailler ensemble dans l'intérêt de nos luttes communes. Donc nous sommes en train aussi de mettre en place prochainement des rencontres avec le Haut Conseil des tribus libyennes et des représentants de l'État vénézuélien, de Bolivie. L'objectif étant d'organiser des rencontres internationales, toujours pour communiquer ce qui se passe réellement en Libye. Alors pourquoi le Venezuela, pourquoi la Bolivie, puisque Hugo Chavez, tout le monde sait qu'il était très proche de Muammar Kadhafi. Le peuple vénézuélien est victime de cette oligarchie financière mondiale. D'ailleurs, en ce moment, c'est très compliqué pour eux. Donc, il est évident que nous puissions organiser des rencontres de manière à fédérer pour travailler ensemble contre le commun. Et donc, toujours dans le cadre de l'actualité du CRI, je voulais attirer un petit peu ton attention, Tom, sur la position de RIA Novosia, donc l'agence de presse russe qui nous a contactés de manière à mettre en lumière le positionnement du Conseil des tribus libyennes. D'ailleurs, il y aura un article certainement la semaine prochaine qui reprendra les propos du secrétaire général du Conseil des tribus libyennes, mais aussi de TR Daesh, le coordinateur général du CRI. La Pravda m'avait porté un interview il y a à peu près
dizaine de jours. Oui. Interview qui a été repris par RT Arabique. Alors cet article, j'explique bien évidemment l'importance du Conseil des tribus libyennes et l'avenir de la Libye au travers de Saïf al-Islam Kadhafi. Oui. Et cet article a été liké sur RT Arabique à plus de 50 000 likes, oui. Pas loin de 40 000 partages. Donc c'est un article qui a très bien tourné, il y a eu 2000 commentaires, 80% ils sont favorables au retour de Saïf al-Islam pour pacifier et sécuriser la Libye. On voit bien que RT Arabique, c'est 11 millions d'abonnés sur leur page Facebook. Ouais. Donc ils rayonnent tant en Libye qu'en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en passant par l'Arabie Saoudite, le Liban, l'Égypte. Donc ça permet de montrer l'importance de Saïf al-Islam et le plébiscite dont dispose et jouit Saïf al-Islam, non seulement en Libye, mais aussi dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Donc ça me paraît important de le soulever. Et ce qui est aussi important, c'est que aujourd'hui la presse russe s'intéresse au plus près du Haut Conseil des tribus libyennes, de l'importance des kadhafistes, on peut le dire, et au travers de ces articles, ils se préparent à nous présenter comme étant la troisième force en Libye, après le GNA et le général Haftar. Donc ça, c'est une information importante. Aujourd'hui, les médias russes souhaitent mettre une lumière sur le Conseil des tribus libyennes et sur la résistance du peuple libyen. Voilà, c'est important de le préciser. Voilà. D'accord. Donc voilà, ça faisait partie de l'actu. L'article étant en arabe, il n'y a pas d'intérêt à mettre le lien puisque les auditeurs sont francophones essentiels. Néanmoins, il est visible cet article sur la page du Comité révolutionnaire international Facebook. Donc Facebook, Comité révolutionnaire international. Voilà. Donc voilà l'actualité du CRI dans les prochaines semaines. Voilà. D'accord. Je te laisse à présent la conclusion et puis il ne me restera plus qu'à te souhaiter une belle soirée et le souhait de se retrouver bientôt pour de nouvelles informations. Écoute, j'aurai plaisir à refaire le point d'ici une semaine ou deux, parce que bien évidemment la situation malgré tout évolue chaque jour, et je pense que dans les semaines à venir, il y aura des événements assez importants qui nécessiteront des explications au travers d'Éveil France TV. Oui. Voilà. Je te remercie en attendant, Tom, de me donner l'occasion de pouvoir mettre en lumière et d'expliquer ce qui se passe en Libye. Voilà, je tenais à te remercier dans le soutien que tu apportes à notre lutte et à notre cause. Merci de nous accorder cet entretien. Oui, effectivement, l'état d'esprit d'Éveil Français TV, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais ou qui ne l'ont pas pour X raisons. Et la cause du peuple libyen suffit à motiver l'équipe d'Éveil Français TV pour donner la parole à ceux qui le représentent finalement. Voilà. Et on t'en remercie grandement. Voilà. Merci Franck, à bientôt. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt pour le second street rap. Au revoir. Ok. Merci, au revoir. Au revoir.